Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à cet épisode de Francophone. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en soins critiques, aux soins intensifs, à l'urgence ainsi qu'en réanimation. Aujourd'hui, je reçois le Dr An-Ting Wang. Bienvenue. Bonjour. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, parle-nous un petit peu de toi. Rapidement, je suis un jeune intensiviste de 2 ans de pratique, si on veut. J'ai fait de ma formation de médecin interne des soins intensifs à l'Université de Montréal et j'ai un intérêt en recherche clinique. Fait que j'ai fait une formation de clinicien cherchant avec une maîtrise en sciences médicales à l'Université de Montréal pour après aller me former une année à Toronto à l'hôpital Sunnybrook en recherche clinique. Puis mon intérêt en recherche, c'est surtout la prise en charge, l'évaluation des personnes âgées en soins aigus, autant soins intensifs que périopératoires. Oui, parce qu'effectivement, le tsunami gris, comme on l'appelle, il s'en vient pas mal. Donc, c'est vraiment une préoccupation pour les soins intensifs ainsi que pour le reste du système de la santé. Fait que là, ces patients-là qu'on va avoir, là, qui font partie du tsunami gris un petit peu, c'est-tu du monde qui vont être bien en forme, qui vont être un peu fragiles? Les derniers recensements de Santé Canada ou du gouvernement du Québec, on le voit déjà, là. À peu près le 1/5 des personnes au Québec ont 65 ans et plus. Et Santé Canada pense qu'en 2030, le nombre de personnes âgées va doubler. Fait que le nombre de patients qu'on va recevoir va définitivement augmenter et ils sont de plus en plus comorbides. Les données de CIHI, qui est un institut qui regarde l'utilisation médicamenteuse à travers le Canada, nous dit que déjà en 2014, le 2/3 des personnes âgées prenaient plus de 5 médicaments par jour. Des médicaments chroniques, là. C'est pas juste des produits naturels puis du Tylenol. Puis la moyenne, c'est 7 comprimés par jour, ce qui est énorme. Fait que ces personnes-là sont comorbides, traînent un lourd bagage médical avec eux. Puis c'est eux qu'on va voir de plus en plus arriver aux soins intensifs. Puis quand ils arrivent aux soins intensifs, ces gens-là, ils partent déjà avec une prise, si on veut, là, parce qu'ils sont un petit peu plus fragiles. Mais comment je fais au chevet pour évaluer quel patient est plus fragile, lequel ne le serait pas? Fait que effectivement, en termes de, si on veut, de prédiction, quelle personne âgée va s'en sortir ou pas. Puis on utilise le 65 ans comme définition, mais on s'entend, c'est une définition très, très administrative. Là. S'il fallait avec des gériatres, pour eux, la personne âgée commence à 75 ans. Parce qu'effectivement, en 2019, la majorité des personnes de 65 ans sont relativement en forme. Oui, ils ont des petits problèmes de santé par-ci par-là, mais la grande majorité, on pense, au moins, sont autonomes, sont fonctionnels, ils vivent à la maison et tout à fait bien. Mais si on regarde cette littérature, il y en a pas beaucoup, tout d'abord, et encore moins chez les très âgés, donc les 75-80 ans et plus. Si on regarde cette littérature des personnes âgées aux soins intensifs, qu'on parle de 75 ans, 80 ans et plus, il y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de données pour le moment. Ils commencent à en avoir. Fait que les prédicteurs classiques vont bien sûr être les comorbidités. Fait que plus qu'on a de problèmes de santé avant d'être admis, pire que c'est. Bien sûr aussi les mesures de sévérité de la maladie, fait comme les scores Apache, comme dans n'importe quelle étude, et ça, c'est démontré depuis très longtemps. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on se rend compte que l'état de fragilité, ou le frailty en anglais, le frail, pas frêle, certains vont dire que c'est de l'âgisme, est un facteur indépendant de mortalité et de non-retour à domicile pour une personne âgée qui est admise. Fait que là, dans le fond, si on reçoit un patient qui a un index de fragilité élevé, on s'attend à ce que les soins intensifs aient un certain impact sur ces patients-là. Là. Tout à fait. Puis un autre point, je pense que la littérature de soins intensifs commence à nous montrer, c'est que les soins ont un impact sur les patients, âgés ou pas âgés. Les soins intensifs laissent une trace physiologique sur les patients qui sont admis. On a des études, par exemple, au niveau cognitif, qu'une personne qui n'avait pas de problème de cognitif avant, si est admis aux soins intensifs pour un état de choc ou d'insuffisance respiratoire, à 1 an, ils ont une perte de fonction cognitive équivalent, le quart d'entre eux en tout cas, équivalent à une maladie d'Alzheimer. C'est assez parlant.
Et c'est une étude, en fait, publiée dans le New England Journal of Medicine, une étude américaine. Et dans cette étude, en fait, chez les 65 ans et plus, même le tiers d'entre eux à 1 an, de tout le monde autonome et cognitivement très bien avant, le tiers d'entre eux à 1 an avait une atteinte équivalente à un trauma crânien modéré. D'un point de vue physique, ce qu'on voit, c'est que il y a une perte de la masse musculaire qui s'installe avec la ventilation mécanique, avec la sédation. Des études montrent que la perte de masse musculaire, c'est environ 30% durant les premiers 7 jours de soins intensifs, surtout si on est ventilé. Et des études de biopsie musculaire qui nous montrent que c'est pas juste une atrophie musculaire, c'est pas juste des conditionnements, il y a de la nécrose, il y a des dépôts de collagène, l'architecture musculaire est franchement atteinte. Et tout ça, en fait, impacte la fonctionnalité des patients après leur épisode. Et une des plus belles études là-dessus a été publiée par Margaret Hedrich, une intensiviste de l'Ontario qui a publié dans les premières cohortes d'ARDS, si vous vous souvenez de cette étude-là, qui a suivi une cohorte d'adultes admis aux soins intensifs et ventilés pendant plus de 7 jours. Ce qu'elle a remarqué, c'est que à la fin de ça, les jeunes dans cette étude, donc 42 ans et moins, à 1 an, 10% n'étaient pas capables de se laver seuls, avaient besoin d'aide pour se laver. C'était encore pire chez les personnes âgées de 65 ans. On parlait que même pas la moitié étaient autonomes dans leur AVQ-AVD là, à 1 an. Fait que définitivement, les soins intensifs laissent une trace importante. Et oui, ce qu'on voit, c'est que s'il est fragile, prendre la trace va être encore plus profonde. Parce que des fois aussi, là, on parle de patients fragiles qui arrivent aux soins, puis bon, là, ça va laisser des traces, mais des fois, la famille ont un discours peut-être un petit peu différent, où ils veulent un petit peu les soins maximales pour leurs proches, qui est tout à fait comprenable. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire aux soins intensifs, là, quand on a un patient qui est fragile, on le sait que les soins vont laisser une trace, mais d'un autre côté, on a la famille qui veut les soins maximaux, là. Fait que c'est tout à fait à point et c'est très, très intéressant. Je pense que une des clés avec les familles, peu importe la famille, est de la communication. Fait que ça a été démontré dans de multiples études. Les familles de patients aux soins intensifs ont beaucoup de détresse dans l'épisode actuel de leurs proches qui sont aux soins. Fait que, il faut les accompagner à travers ça. Il faut surtout parler avec eux. Faut les rencontrer dans les premières 24-48 heures. Juste mettre un peu la table sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a comme pathologie, c'est quoi les conditions, quelles sont ses chances. Et expliquer clairement qu'est-ce qui se passe et aussi parler du patient, de savoir, mais c'était qui ce gars-là au début? Il faisait quoi dans la vie? C'est quoi ses intérêts? Et ça va nous permettre de déterminer est-il fragile ou pas. Et ça montre aussi à la famille que on porte une attention à plus que juste la maladie derrière, mais on porte l'attention à la personne qui est dans ce lit-là. Et fait que c'est souvent à ce moment-ci que souvent les membres de la famille vont vous mettre un peu les mots dans la bouche. Là. Ils vont vous le dire que ben oui, ça allait moins bien depuis 3 mois, il sortait moins, on l'aidait de plus en plus, il faisait plus les courses, il faisait plus le gazon. Fait que je pense que c'est vraiment en parlant avec eux, en discutant avec eux qu'on arrive à trouver des pistes de solutions. Fait que dans le fond, ça revient encore une fois à mettre le patient au centre de la décision. Là. Ça revient toujours à qu'est-ce que le patient veut, puis qu'est-ce qui serait acceptable pour le patient. Tout à fait, tout à fait. Fait que là, on parle vraiment de fragilité aux soins intensifs, fragilité des patients, mais on va commencer par c'est quoi la fragilité? Fait que la fragilité en anglais, c'est le frailty. C'est un terme qui est décrit depuis les années 80 par les gériatres. C'est les premiers à avoir décrit ce concept. Et initialement, c'était vraiment, si on veut l'anglicisme, le eyeball du médecin. Puis je pense qu'on a tous l'image mentale de la personne fragile. Fait que tout le monde a l'image un peu d'une vieille maman de 75 ans, 76 ans, qui pèse 75 livres, qui marche avec une marchette qui est clairement ralentie, cachectique, qui, sur papier, oui, sa pression est correcte, son diabète est correct, son HbA1c est contrôlé, mais on s'entend, si elle s'en va pour 3 pontages, 2 valves, le séjour post-opératoire risque d'être long, ça risque de faire du délirium, du déconditionnement, de rester longtemps aux soins intensifs et pour par la suite peut-être malheureusement finir soit dans une résidence ou des affaires comme ça. Là. Fait que c'est un peu l'image, si on veut, mentale de la fragilité. Puis si on veut une définition, la définition la plus acceptée, c'est une perte de réserve physiologique qui nous met à risque à des stresseurs. Puis stresseurs, c'est autant une chirurgie, une maladie aiguë comme une pneumonie, une insuffisance cardiaque, un syndrome coronarien ou une admission aux soins intensifs, par exemple.
Fait que là, dans le fond, c'est pas applicable seulement à notre mamie de 85 ans, mais ça pourrait être applicable aussi à notre MPOC sévère qui est à 62 ans, là, si je comprends bien. Tout à fait. Effectivement, une des premières études qui a regardé la fragilité aux soins intensifs a été publiée par Dr. Bagshaw d'Edmonton. Lui a passé des scores de fragilité à des personnes à partir de 50 ans aux soins intensifs. Puis on a des études qui remontent même plus que ça. Fait que la fragilité comme concept est différent du vieillissement. Oui, l'âge est relié à la fragilité, mais c'est pas juste de l'âge, c'est pas juste le vieillissement. Puis c'est aussi différent comme concept des comorbidités et de l'autonomie. On pense tous à des patients qui ont peut-être plusieurs problèmes de santé, qui prennent beaucoup de médicaments, mais qui sont en forme, qui sont capables d'aller au gym, à faire de la course, des affaires comme ça. Et pour l'autonomie, si vous prenez quelqu'un de 50 ans qui fait un AVC, qui devient plégique et qui doit être placé parce qu'il n'est plus autonome, mais cette personne n'est pas fragile, a priori. Fait qu'effectivement, c'est pas juste aux personnes de 75 ans, mais probablement à partir de 40-50 ans, on peut commencer à parler d'évaluation de la fragilité à un certain point. Parfait. Fait que là, on a une bonne idée c'est quoi la fragilité, mais de quelle façon je pourrais le mesurer? Il existe présentement une vingtaine de scores pour mesurer la fragilité, tous validés dans différentes populations. Le problème de la fragilité présentement, c'est que on n'a pas de biomarqueur, il n'y a pas de troponine de la fragilité. On ne peut pas mesurer quelque chose pour dire il est fragile. Alors, c'est des outils de mesure clinique qui, entre eux, ne concordent pas tous très bien. Le modèle, un des modèles les plus souvent utilisés aux soins intensifs et qui est le plus facile à utiliser, c'est ce qu'on appelle le Clinical Frailty Scale. Et le Clinical Frailty Scale a été développé par Kenneth Rockwood, un médecin de l'université de Dalhousie. Si vous tapez Clinical Frailty Scale, vous allez voir c'est quoi le score lui-même. C'est publié dans CMAJ en 2005. C'est un score très, très visuel qui va de 1 à 7 ou 1 à 9, dépendamment de la version qu'on prend. Et ça va du très en forme, très robuste, jusqu'à très fragile. Et rapidement, le très en forme, c'est le 80 ans qui fait des demi-marathons. On s'entend, lui est en forme, hors de question. C'est quand on parle de... Là, souvent, il y a un petit déclin qui s'installe. Et le point tournant, c'est le niveau 4 qu'on appelle en fait de vulnérabilité. Fait que je pense que le mot-clé ici, c'est le ralentissement ou la fatigue. Vous avez les patients qui vont dire, oui, je fais ce que je suis à faire, puis je suis capable de faire mes journées, mais j'ai plus de misère à les faire, puis c'est plus difficile. Fait que je pense que le point 4, ce ralentissement, cette fatigue que les patients nous décrivent, je pense que c'est un point important à noter où probablement qui commence sur un déclin au niveau de leur état fonctionnel. Et finalement, on devient fragile à partir d'un score de 5 où on commence à avoir des atteintes fonctionnelles au niveau de l'activité de la vie domestique ou de l'activité de la vie quotidienne. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Dans le fond, en terminant, quels seraient les messages clés que tu aurais pour les gens qui font des soins intensifs sur la fragilité? Je pense que, les personnes âgées vont être de plus en plus fréquents. Je pense que c'est important de l'évaluer. Je pense que la fragilité, pour le moment, c'est un bon outil, un peu de dépistage qui va nous aider à pronostiquer, surtout ces patients-là qui sont pas si flagrants. Hein. C'est pas celui qui est en CHSLD, dément, déjà gravataire. C'est pas lui qu'on a besoin de mesurer un score de fragilité pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est plus la personne qui vit encore à la maison, qui a une couple de comorbidité, puis tu sais, qu'on n'est pas capable peut-être de sizer correctement. Fait que c'est là, je pense, l'important de toujours discuter avec la famille, savoir où ils en sont avant de se rendre là. L'autre message, je pense, qui est important à savoir, c'est que les soins laissent une trace sur les patients et d'autant plus important de savoir qui sont les patients qui sont fragiles ou où cette trace-là va prendre encore plus apparent. Tu sais, un patient qui vient aux soins intensifs ne sera pas mieux en sortant. Si il jouait pas au Scrabble, il jouera pas au Scrabble. Fait que tout ce qu'on peut faire aux soins intensifs, c'est de garder leur état. Et dans la majorité du temps, je pense que malheureusement, ils en perdent après un épisode de soins intensifs. Et je pense que la fragilité nous aide à départager un peu qui va en perdre ou pas. Et finalement, au moment qu'on se parle, il n'y a pas encore d'études d'intervention aux soins intensifs ciblées sur la population fragile. Il commence à en avoir chez les personnes qui vivent en communauté. Et on a des études qui nous montrent que oui, à un certain point, on peut renverser la fragilité avec de la physiothérapie, avec de l'exercice, avec de la nutrition et des activités de cognition. Il n'y a pas encore de données comme ça aux soins intensifs. Et je pense que pour les patients de soins, je pense que la seule piste qu'on a présentement reste le bundle ABDCDEF qui est sur le awakening sedation, les extuber rapidement, les mobiliser rapidement. Fait que je pense que ça reste encore une pierre angulaire de la prise en charge de nos personnes âgées, qu'ils soient fragiles ou pas.
Excellent. Ben, ça fait un tour très intéressant de la fragilité. Dr. Wang, merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Si vous aimez, merci de partager avec vos amis et collègues qui sont aussi crinqués que vous autres en soins intensifs. Venez poursuivre la conversation avec nous sur Twitter et Facebook et les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Android, YouTube, Spotify et autres. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Merci à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.